Le 3 janvier 2026, Nicolás Maduro dort derrière les barreaux, mais cette fois sur le sol américain. Les chaînes d'information t'ont servi une version bien emballée, prête à consommer. Narcotrafic, exode massif, violation des droits humains. Rien d'inexact. Pourtant, ce résumé confortable laisse de côté l'essentiel. Car au moment même où des navires militaires verrouillaient les eaux vénézuéliennes et où des unités spéciales entraient en action, une dynamique bien plus profonde était déjà enclenchée. Plus ancienne, plus convoitée. Aujourd'hui, on ne va pas parler seulement d'un homme arrêté. On va descendre sous la surface, là où le vrai enjeu repose, enfoui sous le sol vénézuélien, et comprendre pourquoi cela redistribue toutes les cartes. Depuis 2 décennies, le Venezuela sert d'exemple quand on évoque la chute d'un État. Une inflation délirante qui rendait les billets presque obsolètes avant la fin de la journée. Des pannes d'électricité interminables. Près de 8 millions de départs, des valises fermées, sans billets retour. À force, pour le reste du monde, le drame s'est transformé en simple bruit ambiant. Une tragédie permanente, oui, mais plus vraiment une urgence stratégique. La raison est simple. Le pays ne possédait, aux yeux du monde, qu'un seul atout majeur, l'or noir. Or, du pétrole, il y en a au Texas, dans le Golfe, en mer du Nord. Un exportateur en faillite, c'est regrettable. Mais ce n'est pas ce qui bouleverse l'équilibre mondial. Pas à ce niveau. Puis les résultats des relevés géologiques ont commencé à arriver. Pas depuis les champs pétroliers, mais depuis l'arc minier de l'Orénoque, une zone massive au sud du fleuve dont les sous-sols avaient été relativement peu explorés. Et ce que les géologues ont trouvé a changé le calcul de fond en comble. On ne parle pas d'un petit gisement de lithium. On parle, selon les estimations disponibles, d'environ 28 millions de tonnes de nickel, de coltan, le minéral dont dépend chaque microprocesseur dans ton téléphone et chaque système de guidage dans un missile, de bauxite, indispensable pour produire l'aluminium léger qui entre dans la fabrication des véhicules modernes, de terres rares utilisées dans la vision nocturne, l'optique de précision, les technologies de défense que le Pentagone refuse de sous-traiter. Et selon une analyse publiée par le journal espagnol El País en décembre 2025, quelques semaines avant que tout se déclenche, le Venezuela pourrait détenir jusqu'à 15% des réserves mondiales de lithium, auxquelles s'ajoutent des quantités significatives de scandium. En l'espace de quelques années, le Venezuela est passé du statut d'État pétrolier en faillite à celui de territoire assis sur les ressources les plus stratégiques de l'hémisphère occidental, presque du jour au lendemain. Pour comprendre pourquoi tout s'est précipité en janvier 2026, il faut comprendre dans quel état se trouve le marché mondial du lithium à ce moment précis. Pendant environ 2 ans, l'industrie a traversé ce que les spécialistes ont appelé un hiver du lithium. Les prix se sont effondrés, tombant autour de 10 000 $ la tonne. Des mines ont fermé, des projets ont été annulés. La Chine, à elle seule, aurait retiré environ 260 000 tonnes de capacité du circuit parce que les producteurs à coûts élevés ne pouvaient tout simplement plus survivre à ces prix. Puis, quelque chose a basculé. En janvier 2026, les prix du lithium ont bondi de plus de 35% en un seul mois. On parle désormais de cours oscillant entre 16 000 et 22 000 $ la tonne. Et selon un rapport publié le mois dernier par Minet, ce n'est pas une anomalie passagère. Sur le papier, la capacité mondiale de production de lithium semble suffisante. Mais dans les faits, la production opérationnelle effective est en deçà de la demande réelle. Les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, les batteries de réseau, absorbent désormais plus de 30% de l'offre mondiale. La révolution de l'intelligence artificielle exige une alimentation de secours permanente pour ces data centers. L'interdiction européenne des moteurs thermiques en 2035 se rapproche et le triangle du lithium, Chili, Argentine, Bolivie, peine à maintenir son rythme de production. C'est dans ce vide que le Venezuela entre en scène. Quand on parle du Venezuela et de ses ressources minérales, l'image qui vient en tête est souvent celle du lithium seul. Mais l'arc minier de l'Orénoque n'est pas un gisement à ressources uniques. C'est, pour reprendre une formulation qui circule dans les milieux spécialisés, un véritable catalogue géologique. Le nickel, d'abord, estimé à 28 millions de tonnes.
c'est le composant clé des batteries haute densité, celles qui donnent aux véhicules électriques une vraie autonomie. Sans nickel en quantité suffisante, la montée en puissance des flottes électriques mondiales se heurte à un plafond physique. Le coltan ensuite. Chaque microprocesseur dans ton téléphone en contient. Chaque ordinateur, chaque système de guidage dans un missile de précision. Le coltan est, dans le vocabulaire des stratèges industriels, un minéral à double usage, civil et militaire simultanément, ce qui en fait l'un des plus convoités. Les terres rares, indispensables pour la vision nocturne, l'optique militaire de précision, les capteurs embarqués. Ce sont des matériaux que le Pentagone considère comme non externalisables à des puissances rivales et dont la quasi-totalité de la chaîne de traitement mondiale passe aujourd'hui par la Chine. La bauxite, enfin, matière première de l'aluminium. Impossible de construire un châssis de véhicule léger, un fuselage d'avion ou une structure aérospatiale sans elle. Quand la marine américaine se positionne au large des côtes vénézuéliennes, ce n'est donc pas pour protéger une mine de lithium, c'est pour sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie moderne. Cette histoire a cessé d'être une histoire de pétrole le jour où ses relevés géologiques sont revenus. En 2019, les États-Unis avaient déjà tenté d'écarter Maduro. Ils avaient reconnu Juan Guaido comme président par intérim. Ils avaient appliqué des sanctions économiques massives. Cela n'avait pas suffi. La question qui se pose naturellement est pourquoi cela n'a-t-il pas débouché sur une intervention directe à l'époque et pourquoi 2026 est-il différent? La réponse tient en un chiffre, 60%. Environ 60% de la capacité mondiale de traitement du lithium est aujourd'hui contrôlée par la Chine. Cela signifie que pour chaque batterie de voiture électrique, chaque smartphone, chaque système de stockage d'énergie de réseau produit en Occident, il existe quelque part un point de passage obligatoire par la chaîne industrielle chinoise. C'est ce que les analystes désignent comme un goulot d'étranglement structurel. Maintenant, regarde la situation financière du Venezuela. Le pays doit encore, selon les estimations disponibles, entre 10 et 12 milliards de dollars à la Chine. Des entreprises chinoises gravitaient autour de l'arc minier de l'Orénoque depuis des années, se positionnant discrètement pour des concessions futures. Si Pékin parvenait à verrouiller l'accès aux ressources vénézuéliennes, soit via la dette, soit via des accords miniers directs, l'Occident se retrouverait durablement dépendant pour les matériaux les plus critiques du siècle. C'est dans cette logique que s'inscrit le blocus naval qui intercepte des pétroliers en route vers la Chine et les injonctions adressées au nouveau gouvernement vénézuélien de rompre ses liens avec Pékin. La question de la démocratie est réelle, mais elle n'explique pas à elle seule le calendrier ni le niveau d'engagement militaire. Les charges retenues contre Maduro remontent à 2020. Elles reposent en grande partie sur des témoignages de transfuges ayant négocié des réductions de peine en échange de leur coopération. Le chef d'inculpation principal, trafic de drogue. Il est légitime de présenter ce que disent les organisations spécialisées dans le suivi des flux de narcotiques. Selon les données disponibles, le Venezuela n'a jamais constitué la principale route de transit vers les États-Unis. Ce rôle appartient historiquement à la Colombie et à l'Amérique centrale. Ce qui frappe, c'est la séquence des événements qui a suivi l'arrestation. Dans les jours qui ont suivi le 3 janvier, les discussions se sont rapidement orientées vers les revenus pétroliers vénézuéliens, leurs dépôts dans des banques sous contrôle américain et les conditions posées au nouveau gouvernement pour accéder au marché. Couper les liens avec la Chine, la Russie et l'Iran et orienter les dépenses pétrolières exclusivement vers des biens américains. Donald Trump a lui-même établi une comparaison publique avec l'Irak, déclarant que, contrairement à George W. Bush, lui allait garder le pétrole. Ces éléments ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur les motivations réelles. Ils permettent de constater que les décisions prises immédiatement après l'arrestation de Maduro dépassent largement le cadre d'une opération antidrogue classique. À ce stade, tu te demandes peut-être ce que tout cela a à voir avec ton quotidien. La connexion est directe. Chaque téléphone dans ta poche, chaque ordinateur sur ton bureau, chaque véhicule électrique sur la route fonctionne avec des batteries lithium-ion. Et le prix de ce lithium, après avoir touché un plancher autour de 10 000 $ la tonne en 2024, vient de bondir de plus de 35% en un seul mois. On parle de cours entre 16 000 et 22 000 $ la tonne en ce moment. Cela ne concerne pas uniquement les entreprises minières. Quand le prix du lithium monte, le coût des packs batteries monte.
Quand le coût des packs batteries monte, les constructeurs automobiles répercutent la différence sur le prix final. Et ce n'est pas limité aux voitures. Le stockage d'énergie pour les réseaux électriques, les data centers qui font tourner l'intelligence artificielle, les systèmes d'alimentation de secours dans les hôpitaux, tout cela dépend du lithium. Si les réserves vénézuéliennes restent bloquées sous contrôle chinois, les prix se maintiennent à un niveau élevé. Si les États-Unis en prennent le contrôle, il est possible qu'ils se stabilisent, mais rien n'est garanti. Et si l'extraction stagne, si l'investissement tarde, si l'instabilité politique paralyse le secteur, le lithium reste dans le sol et chaque appareil que tu achètes devient plus cher. Ce sont les mathématiques de base et elles s'appliquent à toi maintenant. Tout le monde parle des États-Unis et de la Chine dans ce dossier vénézuélien. Mais il existe un troisième acteur qui observe la situation depuis les coulisses et dont on parle très peu. L'Inde. En janvier 2026, un rapport a mis en lumière quelque chose de significatif. Le Venezuela ne parle pas uniquement à Washington et à Pékin. New Delhi aurait reçu des signaux indiquant que Caracas serait ouverte à des investissements indiens et à une collaboration technique dans l'exploration minérale. L'Inde a des raisons très concrètes d'être intéressée. Le pays développe sa propre filière de véhicules électriques. Il a des objectifs de production de batteries domestiques et, aujourd'hui, il importe l'essentiel de son lithium depuis la Chine. Une dépendance que New Delhi cherche activement à réduire. Le Venezuela possède du nickel, du minerai de fer, de la bauxite, exactement les matériaux dont l'Inde a besoin pour sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement industriel. Des entreprises indiennes disposent déjà d'actifs historiques dans le secteur pétrolier vénézuélien, notamment via ONGC. Ce n'est donc pas une relation à construire de zéro. Pendant que les États-Unis bloquent des pétroliers et que la Chine renégocie ses créances, l'Inde calcule comment obtenir une part de ce qui est disponible sans se retrouver prise dans le feu croisé des deux grandes puissances. C'est un exercice d'équilibriste délicat, mais il se déroule en ce moment même. Nous sommes en février 2026. Maduro est en détention américaine. La marine est déployée au large. La Chine regarde ses investissements se figer et le lithium de l'Orénoque est toujours dans le sol. Derrière les portes closes, 3 scénarios se discutent. Le premier, les États-Unis installent un gouvernement coopératif. Les entreprises américaines entrent sur le terrain et, dans 5 ans, le Venezuela devient ce que l'on pourrait appeler l'Arabie saoudite du lithium. Trump le dit publiquement. Des milliards de dollars d'investissements américains, une infrastructure reconstruite et une richesse qui revient aux États-Unis. Le deuxième, la Chine ne se retire pas. Elle est créancière de 10 à 12 milliards de dollars et ses entreprises d'État sont déjà positionnées sur le terrain. Si Pékin soutient une contre-manœuvre politique ou économique, on entre dans une logique de guerre par procuration en Amérique du Sud, silencieuse mais réelle. Le troisième, le blocage total. Les infrastructures sont trop détériorées. Les investissements arrivent trop lentement. L'instabilité politique paralyse les décisions et le Venezuela reste exactement là où il était depuis 20 ans, assis sur un trésor inaccessible. Lequel de ces 3 scénarios se concrétisera dépendra en grande partie de ce qui se passe dans les 6 prochains mois. Mais il y a un angle que presque personne ne traite dans ce débat géopolitique et c'est peut-être le plus important. L'arc minier de l'Orénoque couvre 112 000 km². C'est environ 12% du territoire vénézuélien. Il n'existe aujourd'hui aucun mécanisme sérieux de protection environnementale en place. Pas de cadre réglementaire opérationnel, à peine un gouvernement fonctionnel. Quand des entreprises américaines ou chinoises arriveront avec leurs foreuses et leurs pompes, et elles arriveront, qui s'assurera que les rivières ne seront pas empoisonnées par les rejets miniers? Qui compensera les communautés déplacées pour libérer les zones d'extraction? Qui contrôlera que les pratiques sur le terrain correspondent à ce qui aura été signé dans des bureaux climatisés à Washington ou à Pékin? L'Union européenne a adopté l'année dernière un règlement sur les matières. Première critique qui vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement européennes. Mais ce texte est remarquablement silencieux sur ce qui se passe pour les populations et les écosystèmes dans les pays où ces matières sont effectivement extraites. Le lithium vénézuélien pourrait alimenter la transition énergétique mondiale. Il pourrait décarboner des millions de véhicules, stabiliser des réseaux électriques, réduire la dépendance aux hydrocarbures. Mais si son extraction laisse derrière elle une catastrophe environnementale et des communautés appauvries, la question mérite d'être posée.
Est-ce que cela reste une transition verte? C'est la question que personne n'a encore envie de se poser, et c'est peut-être celle qui devrait occuper le centre du débat. Ce dossier n'est pas terminé. Ce qui se joue au Venezuela dans les 6 prochains mois va peser sur le prix de ton prochain téléphone, sur le coût de ta prochaine voiture et sur l'équilibre des puissances pour les 20 années qui viennent. On va continuer à suivre cela de près. Si tu veux être là quand les prochaines pièces du puzzle tombent, abonne-toi, active la cloche et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du scénario le plus probable. Je lis tout. Monsieur.